se retrouve dans une nouvelle vidéo en ce jour symbolique qu'est le 8 mars pour venir démolir 10 clichés à propos des féministes et du féminisme en général. D'ailleurs ce sont ces clichés qui font que les personnes pensent du féminisme que c'est un cancer, que c'est quelque chose duquel il ne faut pas s'approcher, que le mot féministe est une insulte et qui du coup cherchent à s'en éloigner. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite s'il te plaît à regarder la playlist que j'ai créée sur ce sujet là, c'est-à-dire que j'ai fait plein de vidéos qui traitent du thème du sexisme, c'est-à-dire que je parle de patriarcat, de genre, j'ai fait une liste sur les différentes oppressions sexistes, etc. Et pourquoi je t'invite à la regarder? Tout simplement parce qu'on ne peut pas toujours parler de tout dans une vidéo. Une vidéo ça dure pas éternellement et de toute façon il y a trop de problématiques pour que je parle de tout. Cliché numéro 1. Les féministes ont un don particulier pour s'inventer des problèmes. Alors souvent cette idée ressort lorsqu'on va parler d'écriture inclusive, de manspreading, de mansplaining et de toutes ces choses qui concernent le sexisme ordinaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'a priori ce sexisme ordinaire ne met pas en danger la vie des femmes au quotidien de la même façon que les viols, les violences conjugales, les agressions sexuelles, les mariages forcés, les mutilations génitales, les inégalités salariales, etc. etc. C'est sûr que du coup mettre ces deux types de sexisme sur le même pied d'égalité peut paraître aberrant et même insultant lorsque tu sais que d'un côté la vie des femmes est mise en danger quotidiennement et pas seulement la vie des femmes, leur santé, leur intégrité, leur dignité, etc. Sachant que de l'autre côté on parle d'un sexisme qui lui est beaucoup moins dangereux mais quotidien, exercé à petite dose mais à très grande échelle. Le truc c'est qu'il faut visualiser le sexisme à la façon d'un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a la partie au-dessus de la surface, celle qui est visible, la petite pointe de l'iceberg que l'on peut constater au loin, mais il y a toute la partie qui est immergée, qui est en dessous de la surface, qui elle est très dangereuse et qui peut péter des bateaux. Tu l'auras donc compris, le sexisme ordinaire c'est cette petite pointe qui est visible et qui est au-dessus, et le sexisme lui qui est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus présent, qui s'exerce à une échelle mondiale, etc. c'est ce gros bloc en dessous de la surface. Et le truc c'est qu'on ne peut pas dissocier ces deux parties, elles font partie du même bloc, de la même entité, du même tronc, et en fait en réalité elles se répondent entre elles. Le sexisme ordinaire lui est une conséquence quotidienne de ce sexisme déjà beaucoup plus ancré, beaucoup plus présent, beaucoup plus dangereux pour le quotidien des femmes. Mais ce n'est pas parce que c'est une conséquence et que c'est une conséquence qui a l'air dérisoire comparée au reste qu'elle n'a pas d'importance. Elle a de l'importance dans la mesure où justement vu qu'elle est exercée quotidiennement de façon très subtile, très banale, elle continue d'alimenter les schémas qui maintiennent ces structures en place. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que ça banalise et ça normalise encore une fois ces schémas de domination dans la société, c'est-à-dire la domination masculine sur l'infériorité féminine. Il me paraît important de préciser le fait que les femmes sont des êtres humains polyvalents comme n'importe quel autre être humain sur Terre qui peut s'intéresser à un problème comme à un autre. On peut très bien s'intéresser au harcèlement et puis au sexisme ordinaire en même temps militer contre les inégalités salariales, c'est totalement possible. Donc après certes on ne peut pas forcément accorder la même énergie à toutes les causes tout simplement parce qu'il y a énormément de problématiques, ce sont des problèmes très complexes qui s'exercent dans des tas et des tas et des tas de domaines différents. Donc j'ai envie de te dire qu'heureusement qu'il existe différentes personnes qui s'intéressent à différentes problématiques parce qu'on ne peut pas s'occuper tout simplement de tout. On ne peut pas forcément agir sur tous les fronts de la même façon. Ce qui est problématique avec cette idée là c'est que ça alimente encore et toujours l'idée comme quoi il y a pire et donc tu devrais t'intéresser aux vrais problèmes, aux trucs qui sont pires que ce que tu dis là, mais en fait de ce point de vue là on n'avance pas. Du coup ça veut dire que quoi? Que vu qu'il y a toujours pire dans la société, alors on va se la couler douce et on va rien foutre face aux problèmes qui nous atteignent tous les jours, qui eux paraissent dérisoires mais qui ont quand même un impact? Non, je suis désolée. Enfin c'est pas parce qu'il y a pire que du coup on va s'en foutre de ce qui se passe maintenant, parce que dans ce cas là on se laisse tous courir à notre perte en attendant que la pire des situations arrive avant de pouvoir agir. Et le truc c'est pas d'attendre qu'il y ait pire, c'est juste d'agir quand on peut. C'est pour ça que les personnes s'intéressent à des problématiques de ce genre. Point numéro 2. Les féministes en plus d'être misandres cherchent la supériorité de la femme sur l'homme. Pour les personnes qui ne sauraient pas ce que signifie la misandrie, c'est un terme qui désigne le fait d'avoir de la haine envers le genre masculin, c'est-à-dire les hommes, et c'est l'inverse de la misogynie du coup qui elle désigne la haine exercée envers les femmes. Il faut une bonne fois pour toutes réaliser que la misogynie, le machisme et le sexisme de manière générale tuent, violent, kidnappent, asservit le corps des femmes depuis des centaines de milliers d'années tous les jours. Alors que la misandrie, si elle est réelle, si elle existe vraiment, parce que très souvent en réalité c'est pas vrai, très souvent en fait les gens pensent qu'on déteste les hommes alors que bah non, on les déteste pas, on est juste en train de se révolter contre un système de domination. Si cette misandrie elle existe, au pire des cas elle est désagréable. Au pire des cas, c'est quelque chose qui est chiant, mais ça n'aura jamais, jamais, au grand jamais, le même impact que la misogynie a encore aujourd'hui. Personnellement, je trouve ça complètement aberrant de partir du principe que le féminisme est un danger pour les hommes parce qu'il n'existe aucun groupe féministe qui cherche la mort des hommes. Ça n'existe pas. Un groupe qui a comme idée, comme projet d'asservir les hommes, de les rendre inférieurs, de leur enlever des droits ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça le propos.
et ça ne sera jamais ça. Alors après je dis pas, bien sûr qu'il existe des femmes qui ont une haine, un dégoût, un mépris pour les hommes et il n'y a pas besoin d'être féministe pour ça, il y a juste besoin d'être une femme qui au jour le jour subit justement des violences quotidiennes de la part de la gente masculine. Donc faut pas chercher très loin en fait pour qu'on en arrive à ce point là. Alors après faut pas me dire ce que je n'ai pas dit, je suis pas en train de dire que c'est bien d'avoir la haine, je suis pas en train de dire que c'est bien d'être en colère constamment, je suis pas en train de dire que du coup il faut qu'on soit les uns contre les autres, c'est pas ça. Ce que je suis en train de dire c'est que ça se comprend en fait. En même temps c'est quelque chose auquel on peut s'attendre lorsque t'es une fille et que voilà à partir de tes même peut-être 6 ans il y a déjà des personnes qui te sexualisent, qui partent du principe que vu que t'es une femme t'es inférieure etc. et qui donc t'éduquent dans ce sens là pour ensuite te retrouver en tant que préado harcelé dans la rue, hyper sexualisé par les personnes, peut-être même subir un viol, tout ça à nouveau à chaque fois de la part des mêmes personnes, de la part du même groupe, c'est-à-dire ici le groupe, l'éducation masculine. Tu t'attends à quoi? Bah oui, forcément, on est des êtres humains, forcément qu'au bout d'un moment la colère elle gagne, elle prend le dessus, forcément qu'au bout d'un moment quand t'es indigné t'en as marre et puis justement tu veux exprimer ta révolte et donc forcément c'est teinté de mépris, c'est teinté de dégoût. Bah oui, faut faire face à la réalité. Franchement, on s'attend à quoi? Ça se comprend, ça s'explique et c'est quelque chose auquel on peut s'attendre. On peut s'attendre au fait qu'une fille qui a été violée, qui a été harcelée, qui a été insultée, battue, etc., bah, elle se retrouve à avoir peur des hommes. Et on le sait, la peur engendre la haine. La haine est un sentiment qui naît de la peur. Donc forcément, si on vit dans un monde qui alimente cette peur entre les hommes et les femmes, qui n'est pas provoquée par les féministes, c'est juste quelque chose qui est déjà présent dans la société, forcément qu'au bout d'un moment on se retrouve avec des tas de femmes qui ressentent cette animosité envers les hommes. Donc franchement, moi j'aimerais qu'on arrête à nouveau avec la mauvaise foi et puis qu'on se rende compte une bonne fois pour toutes que si colère il y a, si haine il y a, c'est pour quelque chose. Le truc c'est que même quand t'as pas la haine, même quand t'es pas méprisante, même quand tu ressens pas justement ce sentiment négatif, de par le simple fait que tu t'indignes ou que tu te révoltes ou que tu t'imposes, on va t'attribuer ce postulat. On va te dire haha, t'es en train d'ouvrir ta gueule, t'es en train de t'énerver, t'es en train de révolter, ça veut dire que t'es une haineuse, ça veut dire que t'es une misandre, ça veut dire que tu cherches la supériorité. Mais non, faut arrêter avec ça, c'est pas vrai. Je suis désolée, mais revendiquer le droit à être respecté, revendiquer le droit à être écouté, revendiquer le droit à être perçu comme un être humain et non pas comme un vagin sur pattes, ce n'est pas chercher à être supérieur sur les mecs. Faut vraiment s'enlever cette idée de la tête parce que c'est encore une question d'ego. C'est encore une fois cette fâcheuse tendance à se dire elle essaye de se valoriser donc ça veut dire qu'elle veut me dévaloriser moi. Mais non, si moi je cherche à me valoriser, ça ne veut pas forcément dire que toi tu vas baisser d'un étage. Non, ça veut juste dire que moi j'ai envie de monter. J'ai envie qu'on me prenne au sérieux, j'ai envie qu'on m'entende et j'ai envie qu'on me perçoive tel qu'un être humain à part entière, indépendamment de mon sexe. C'est tout. J'ai envie de mettre le doigt sur autre chose, c'est que très souvent lorsque ce sont des hommes qui vont manifester cette haine, ce mépris, qui vont commencer à se battre, à s'insulter et à rentrer dans des mécanismes très violents, on va partir du principe que ça fait partie de leur nature. Ce sont des hommes donc ils sont agressifs. Tu sais, tu t'attendais à quoi? C'est un homme donc voilà, c'est normal, c'est sa nature. Mais c'est aberrant. Enfin, du coup ça sous-entend le fait que parce que t'es une femme tu ne ressens pas ces choses-là. Parce que t'es une femme, du coup, tu n'es pas capable d'être violente, tu n'es pas capable de ressentir ces trucs. Et ça alimente encore ces schémas genrés qui font que du coup, t'as un dominant et une dominée, qui est le fait que, bah voilà, si t'es violent, si t'es agressif et tout, tu représentes un danger pour la personne qui, elle, n'est pas capable de l'être. Mais c'est pas vrai. Les femmes, elles ressentent des trucs aussi, les femmes, elles se révoltent aussi, les femmes, elles ressentent la haine aussi. Et si elle est là, c'est pour quelque chose. Et c'est pas parce que t'es un homme que du coup, c'est pas grave et que ça s'excuse. Je ne comprends pas comment on peut excuser la violence masculine par le simple facteur de la testostérone et de la nature, parce que du coup dans ce cas là c'est comme si on les excusait, c'est comme si on n'avait plus rien à faire, c'est comme si c'était une fatalité et qu'on ne pouvait pas empêcher cette violence, comme si on pouvait pas faire en sorte que les hommes contrôlent cette haine aussi. Bah non, eux ils ont pas besoin de la contrôler parce que c'est des mecs. Par contre les femmes, elles, si elles commencent à la manifester, alors c'est bon, c'est la fin du monde. Enfin, c'est complètement ironique quoi. Point numéro 3. Les féministes voient le mal partout et du coup on ne peut plus rien faire sans être tranquille. C'est pas qu'on voit le mal partout, c'est qu'en fait, comme pour d'autres domaines dans la société, à partir du moment où tu t'es déconditionné, où tu as commencé à ouvrir les yeux sur comment tu as été éduqué, sur comment fonctionnent les systèmes sociaux, sur comment fonctionne la manipulation de masse, etc., etc., forcément, une fois que tu ouvres les yeux sur ça, quel que soit le sujet,
tu le constates en fait quotidiennement. On nous a tous inculqué des valeurs, on nous a tous mis des croyances limitantes, on nous a tous expliqué ce qui était juste, ce qui était faux, ce qui était ci, ce qui était ça, et donc forcément on a tous notre réalité. À partir du moment où tu sors de ta réalité, où tu commences à t'informer sur la réalité du monde extérieur, c'est-à-dire en dehors de ton petit quartier, de ta famille, etc., et que tu te rends compte de tout ce qui se passe à l'échelle mondiale, c'est sûr qu'après tu perçois le monde différemment. Le truc c'est que une fois que tu l'as fait, du coup tu le constates quotidiennement, parce que ce sont juste des choses qui étaient déjà là avant, mais ça veut pas forcément dire que tu les remarquais. Tu commences à les remarquer une fois que tu t'es posé des questions dessus. C'est exactement le même schéma que lorsque tu es un adolescent et que tu commences à apprendre des trucs à propos de l'économie capitaliste et du commerce, à propos de comment sont faits tes vêtements, à propos de qu'est-ce qu'il y a dans ta nourriture industrielle, à propos de plein de choses en réalité. Et donc à partir du moment où tu te rends compte de ces choses-là, tu arrives à les constater au quotidien, parce que justement on parle de systèmes, et des systèmes qui sont présents tous les jours partout, dans les médias, dans l'éducation, dans le commerce de manière générale, bref partout. Et donc à partir du moment où tu ouvres les yeux, c'est sûr qu'après tu arrives beaucoup mieux à percevoir ces choses-là dans ton quotidien. Donc c'est pas que tu vois le mal partout, c'est que tu vois le mal là où il était déjà avant et que tu n'arrivais pas à constater. Donc en réalité, pour désamorcer toutes les choses qui nous ont été inculquées depuis qu'on est tout petit, tout ce lavage de cerveau qui nous a été fait quand on était gosse pour nous faire croire que le monde il était tout rose, il était tout beau, que les inégalités ça n'existait pas et puis que nous on n'était pas comme ci, comme ça, pour désamorcer tout ça, la solution c'est de s'informer. La solution c'est de chercher ailleurs, c'est de chercher à justement avoir plus d'informations à propos des choses que l'on pensait déjà avoir acquises. Le problème c'est que ce travail là demande une énergie et un effort monumental. C'est très douloureux de commencer à s'intéresser à ça. Tu crois que moi ça m'a fait plaisir de me rendre compte qu'en Inde il y avait encore des endroits où on tuait les petites filles seulement parce que c'était des petites filles et ça rapportait pas d'argent? Tu crois que moi ça m'a fait plaisir de regarder les chiffres sur le viol? Tu crois que ça m'a fait plaisir d'apprendre qu'il y avait des viols de masse, qu'il y avait des kidnappings de masse de femmes, qu'il y avait des femmes qui étaient carrément brûlées dans certains villages tout simplement parce qu'on voulait pas d'elles? Enfin, c'est des trucs qui personnellement m'ont pourri la vie quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et pas seulement à ça, hein. Comme tu le sais sur ma chaîne je me suis intéressée à d'autres choses. Donc forcément c'est pas une partie de plaisir, forcément c'est douloureux, forcément ça te met des claques en fait. Mais l'avantage c'est qu'une fois que tu as conscience de ça, tu peux propager un message, tu peux agir en fonction dans ton quotidien, tu peux commencer à sensibiliser les personnes, à partager, à créer du contenu, peu importe, mais il y a 1000 façons en fait de lutter contre ces choses-là. Et franchement ce n'est pas inutile, si tout le monde commençait un petit peu à ouvrir les yeux sur ces sujets-là, comme sur d'autres sujets d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le sexisme dans la vie, n'est-ce pas, franchement le monde se porterait mieux, parce que le problème numéro 1 de cette société de manière générale, c'est l'ignorance des gens. Point numéro 4, les féministes sont constamment en colère et ne savent rien faire d'autre que s'énerver. Il faut savoir que dans toutes les révolutions, dans toutes les luttes sociales, dans tout ce qui a été fait pour que la justice change, l'émotion première qui a poussé les gens à agir était la colère. Parce qu'évidemment, si tout va bien, si tout le monde est content, on va pas chercher à manifester dans les rues, on va pas chercher à changer la société, on va pas forcément chercher à changer notre situation si on est content. Évidemment que les personnes, lorsqu'elles vont militer pour quelque chose, c'est parce que de base elles sont pas contentes, c'est parce que de base il y a quelque chose qui va pas. Donc si on pouvait à nouveau arrêter la mauvaise foi et l'hypocrisie et partir du principe que oui, les gens lorsqu'ils revendiquent quelque chose, c'est que très probablement ils ne sont pas contents dans leur vie, ça serait déjà quelque chose de très bien. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord dans ce cliché là, c'est le fait de partir du principe qu'on ne sait faire rien d'autre que s'énerver, parce que ça c'est totalement faux. Ça c'est pas vrai. Enfin tu crois quoi, que quand on est dans la vie de tous les jours, on est constamment en train de hurler sur les gens, qu'on est en train de péter des vitres et puis qu'on est en colère constamment? Enfin non, c'est pas vrai. Enfin, on est des êtres humains comme tout le monde, on arrive à s'adapter au niveau de discours des autres, on arrive à percevoir la plupart du temps quand est-ce que quelqu'un est vraiment curieux et ignorant ou quand est-ce qu'une personne est vraiment malveillante et a envie de te faire du mal. Enfin, la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe. Alors après je dis pas, bien sûr qu'il y a des dérives, bien sûr qu'il y a des personnes qui savent pas faire la part des choses et qui passent leur temps à vociférer et à s'énerver contre tout le monde et n'importe qui pour rien. Ce qui est vraiment très important aussi, c'est de savoir que c'est symbolique de se mettre en colère encore plus quand t'es une femme, parce que la société t'éduque dans le but d'être discrète, gentille, souriante, complaisante, petite, dans un coin, tu vois, pour justement continuer de t'asservir, pour justement attribuer aux hommes la valeur d'agressif, de violent, etc. et les femmes de cette petite chose fragile qui ne devrait pas trop parler. Donc forcément, une femme qui veut montrer qu'elle s'en fout de ce stéréotype de genre, qu'elle ne veut plus être considérée comme une petite chose fragile et délicate qui doit fermer sa gueule et sourire, forcément qu'elle va se mettre en colère. C'est symbolique en réalité. Quand t'es une femme et que tu t'énerves, c'est une façon de dire mais regarde, mais je ressens des trucs. C'est pas parce que t'es un homme que toi tu peux te mettre en colère, moi aussi je le suis. Et donc le fait qu'une femme se révolte, s'indigne en utilisant la colère, c'est une façon de sortir de ce schéma genré. En réalité c'est une façon de se réapproprier la parole. C'est une forme de prise de pouvoir et d'appropriation pour se dire non, non, je ne suis pas contente et je ne vais pas m'énerver avec le sourire.
Je ne vais pas m'énerver en étant complaisante, je ne vais pas m'énerver en étant petite et dans un coin et en faisant en sorte de pas trop écorcher ton ego. Non. Parce que dans ce cas-là, ça continue éternellement. Le nombre de fois où personnellement, un mec est venu vers moi, a commencé à être lourd, à me dire des trucs sales, à me suivre, etc. Et qu'au début j'étais complaisante et gentille, et je souriais, j'étais là, oui mais c'est bon, non tu me déranges, non j'ai pas envie de te donner mon numéro, est-ce que tu peux me laisser tranquille et tout, et qu'il me prenait pas au sérieux, et qu'il a fallu justement que je montre que j'étais en colère, que j'ai dû devenir agressive, et que j'ai dû montrer que je rigolais pas. Genre, et que ça a été la seule solution, c'est pas forcément la seule, mais que dans mon cas, souvent ça a été la seule solution pour qu'on me prenne au sérieux. Le fait de voir Caro énervée, parce qu'en fait tout d'un coup je passe de la petite chose mignonne de cette personne qui a un visage de petite fille et d'ange à la meuf qui est vraiment vénère et puis qui fait peur quoi, qui intimide. Alors peut-être que j'intimide pas grand monde, mais sache que moi plus d'une fois, comme plein d'autres meufs, j'ai dû passer par cette colère pour me faire entendre. Parce que très souvent en fait on te prend pas au sérieux. Si t'es en colère c'est mignon à la limite. C'est drôle, ah, t'as tes règles quoi. Et puis c'est ça le problème, c'est que si t'es pas vraiment en colère et si t'es pas vraiment dans ton truc, les gens ils ont tendance à pas te prendre au sérieux. Alors à nouveau je dis pas, si t'as ta méthode de te faire entendre et que t'y arrives très bien autrement, et puis que toi tu le fais de façon très pacifique et tout, mais franchement, mais je t'envie parce que c'est ce que j'aimerais faire. Mais aujourd'hui encore j'en suis au stade où le seul moyen que j'ai pour me faire entendre dans certaines situations, dans de nombreuses situations, c'est de montrer que je rigole pas, que je suis vraiment très sérieuse et puis que je vais pas être juste souriante et complaisante quoi, que non, bah là oui je suis en colère et puis je vais le montrer et puis je vais pas être gênée pour le montrer quoi. Il faut comprendre aussi qu'on ne se réveille pas un matin en se disant tiens aujourd'hui j'ai envie d'être vraiment chiante. Bah non, il y a toujours une raison qui nous pousse à être en colère, tu crois quoi? Non je suis désolée mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des raisons qui font qu'on est en colère, il y a vraiment des trucs qui nous poussent à la ressentir. C'est pas juste tomber du ciel et c'est à nouveau, c'est pas parce qu'on a nos règles. Encore ce cliché super sexiste, parce que c'est encore une fois une façon de ne pas nous prendre au sérieux. Donc sache qu'il y a de très grandes chances pour que si on se mette vraiment en colère, c'est parce que très souvent, la raison numéro 1 c'est que les gens n'écoutent pas. Les gens ne prennent pas au sérieux. Les gens tu leur dis j'ai vécu un viol, ils vont te dire oh oui mais est-ce que t'es sûre? Est-ce que en fait tu penses que vu qu'il était bourré c'est pas un peu plus pardonnable, etc. Et tu vois toute cette remise en question, toute cette décrédibilisation constante, toute cette, voilà, ce manque d'écoute pousse les femmes à être énervées parce que comme je viens de le dire, c'est comme si c'était le seul moyen pour qu'une bonne fois putain de toutes les gens se mettent à t'écouter. Cliché numéro 5, les féministes elles sont toutes lavées du cerveau. Alors ça malheureusement c'est encore un moyen et une façon d'infantiliser les femmes et de partir du principe que si elles pensent ce qu'elles pensent, c'est pas parce qu'elles l'ont choisi, c'est pas parce qu'elles ont lutté pour, c'est pas parce qu'elles se sont informées pour, non c'est parce que quelqu'un leur a lavé le cerveau. Ça alimente encore une fois une idée pourrie à propos des femmes qui est que elles sont incapables de chercher des réponses par elles-mêmes, qu'elles sont incapables d'avoir leur propre idéologie, qu'elles sont incapables d'avoir leur propre philosophie parce que forcément c'est quelqu'un qui les a manipulées. Mais non, c'est pas vrai. Lorsque tu passes d'un stade A de conscience à un stade Y, comme par exemple dans les questions de féminisme, de racisme, de véganisme, etc., il y a eu un long chemin de déconditionnement. Alors après il est différent pour chacun, mais t'es passé de je ne vois rien à putain je vois ça partout maintenant parce que je m'en rendais pas compte avant. Et il y a eu tout ça qui s'est passé et tout ça là, c'est la preuve qu'on est capable de réfléchir. C'est la preuve qu'on est, c'est la preuve qu'on est capable de se déconstruire, qu'on est capable de se remettre en question, qu'on est capable de percevoir le monde différemment. Donc non, personne n'est venu nous chercher chez nous et nous enfermer dans une cave, nous torturer pendant une semaine pour nous dire que non, maintenant il fallait qu'on soit féministe et puis qu'on allait penser ça comme ça. Enfin, si on le pense maintenant, c'est parce qu'on a des raisons de le penser. Personne ne nous a obligés à le faire. Évidemment, on a des références communes, des idéologies communes et donc forcément ça peut avoir l'air d'être un mouvement presque sectaire parce que vraiment, je te promets qu'il y a des personnes qui pensent qu'on est une secte, hein. Le féminisme, c'est pas une secte, faut arrêter de penser ça. Mais du coup, oui, évidemment, on a des points en commun, mais c'est pas un problème. Quand tu es à l'école, tu étudies toujours les mêmes auteurs, les mêmes philosophes, quand tu étudies la littérature et puis la science et tout ça, il y a toujours les mêmes personnes qui reviennent et pourtant on dit pas que c'est sectaire l'école. Alors pourquoi le féminisme tout d'un coup ça doit être une idéologie qui a été établie par un gourou et dont les disciples sont des femmes totalement dépourvues de conscience et de lucidité? Enfin non, je suis désolée mais non, ça se passe pas comme ça. Alors peut-être que ça t'étonne que je dise ça, mais je te promets que même sous mes vidéos j'ai un tas de personnes qui pensent que moi on m'a manipulée, qu'il y a des gens qui ont cherché à me mettre dans un groupe ou quoi, alors que pas du tout, c'est pas vrai. Genre j'ai juste
fait les recherches qui correspondaient à ce que moi je voulais apprendre sur le monde et j'en suis arrivée à une conclusion, comme la plupart des autres féministes d'ailleurs. J'ai envie de te dire, heureusement qu'il existe des sources d'information, des personnes qui te permettent de te déconstruire, qui permettent de t'aider à creuser plus loin dans ta perception de toi-même, dans ta perception du sexe opposé, dans ta perception du monde, parce que c'est super compliqué de le faire tout seul. Point numéro 6. On peut rigoler de rien, les féministes n'ont aucun humour. Bon, alors déjà on va se mettre d'accord, être radical ne veut pas dire être susceptible. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Simplement le fait que c'est pas parce qu'on critique une œuvre, qu'on critique une personne ou une blague maladroite que forcément ça veut dire que ça nous a vexé directement. Non, ça veut juste dire qu'on a des idées et que cette chose-là va à l'encontre de nos idées et donc on le fait savoir. Mais ça veut pas forcément dire qu'on l'a pris personnellement. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps à propos de l'humour, donc je te la mettrai dans la description, où justement je pète un coup de gueule contre l'humour oppressif et j'explique qu'il y a entre très gros guillemets, deux façons de faire l'humour. L'humour peut être utilisé pour dénoncer des problèmes de société à travers la caricature, la satire et autres formes d'humour, mais justement pour faire des dénonciations, pour tourner en dérision les choses qu'on est en train de dénoncer. Mais on peut utiliser aussi l'humour pour transmettre des messages que l'on pense mais qu'on n'a pas envie d'assumer, dont on veut s'enlever la responsabilité sous prétexte qu'on fait de l'humour. Et très souvent les personnes qui partent du principe que les féministes n'ont aucun humour, c'est exactement les personnes qui utilisent l'humour pour se discréditer, pour faire passer des messages problématiques sous le couvert de l'humour en disant que mais non, mais c'est bon, c'est pas grave ce que j'ai dit, c'était pour rire, alors qu'en réalité ils le pensent. Faut savoir que l'humour c'est politique, l'humour c'est utilisé pour véhiculer des idées très souvent et que ça n'a pas du tout le même impact que de faire une blague devant un grand public de milliers de personnes ou de faire la même blague dans le milieu familial ou entre amis. On est bien d'accord que ça n'a rien à voir. Donc c'est là où les féministes interviennent, c'est que très souvent dans la sphère publique, dans la sphère médiatique, il y a de l'humour qui est censé être de l'humour, mais en réalité c'est juste une façon détournée de véhiculer encore et toujours les mêmes messages, les mêmes clichés sexistes et les mêmes choses pourries contre lesquelles on est en train de lutter constamment. Très souvent les gens pensent que les féministes sont contre la liberté d'expression, mais c'est pas vrai. C'est juste que nous aussi on utilise notre liberté d'expression pour exprimer aux gens à quel point on trouve que ce qu'ils disent c'est de la merde. À partir du moment où une vie dans une société où les médias sont contrôlés, pourquoi est-ce qu'ils contrôlent certaines choses et pas d'autres? Pourquoi est-ce qu'ils empêchent qu'à la télé il y a tel truc qui soit affiché, mais les blagues oppressives, les blagues racistes, les blagues sexistes, ça on les laisse? Bah tout simplement parce que les médias c'est le reflet de notre société qui justement elle est raciste, sexiste, homophobe, etc. Donc c'est bien beau de vouloir filtrer certains trucs dans les médias mais pas le reste, mais du coup nous on est là pour justement leur dire hey, il y a encore des trucs qui passent qui sont péjoratifs pour nous, mais vous vous rendez pas compte de ça? Vous voulez pas parler de l'inverse? Vous voulez pas essayer de désamorcer le truc à la télé? S'il vous plaît. Cliché numéro 7. De toute façon, les féministes, c'est des lesbiennes poilues qui ont les cheveux colorés et qui prennent pas soin d'elles. Bon, j'ai juste une chose à dire à ce propos. En réalité, j'en ai 1000 autres, mais je vais pas m'attarder dessus parce que ma chaîne en a déjà parlé 1000 fois. Le fait qu'avoir ses poils, c'est pas un manque d'hygiène. Le fait de ne pas se maquiller, c'est pas un manque d'hygiène. C'est pas une forme de révolte particulière. C'est juste une réappropriation de son corps. Bref, ça j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Le point que moi j'ai envie d'aborder avec ce cliché, c'est de me dire, mais qu'est-ce que ça change de savoir qu'une personne elle est lesbienne, hétéro, qu'elle s'épile ou pas, qu'elle se maquille ou pas, qu'elle a les cheveux bruns, orange, violet, bleu, peu importe, qu'est-ce que ça change quant à son discours? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Alors après oui, sûrement notre aspect physique est une forme d'expression, notre tenue vestimentaire, etc. Va très probablement dans le sens de nos valeurs et de nos opinions politiques, mais ce n'est pas du tout important dans le discours d'une personne. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que moi je suis poilue ou pas que ça me rend moins féministe ou plus. Ça ne veut rien dire. Tu peux être voilée et être féministe, tu peux être hétéro et être féministe, tu peux être une actrice porno et être féministe, tu peux être une femme pauvre et être féministe, tu peux être une bourgeoise et être féministe, tu peux être noire et être féministe, tu peux être trans et être féministe. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ta tête. C'est ce que tu penses, c'est tes valeurs, c'est pas ce à quoi tu ressembles. C'est quoi encore cette fâcheuse tendance à associer les femmes et ce qu'il y a dans leur tête à leur apparence? C'est comme ces femmes scientifiques qui se voient être décrédibilisées dans leur domaine parce qu'elles portent du maquillage ou du rouge à lèvres. Esther en parlait dans une vidéo, je te la mettrai dans la description aussi, du fait qu'elle travaille dans un milieu scientifique, en astrophysique particulièrement. La meuf elle a fait une thèse, je ne sais pas quoi, enfin bref. Et on ose lui faire chier parce qu'elle porte du rouge à lèvres et on part du principe que parce qu'elle porte du rouge à lèvres elle est plus conne que les autres. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça, sérieux? Pareil avec moi, quand je tiens mes discours et que les gens me disent oui de toute façon t'es une meuf avec des cheveux gras qui s'épile pas, qui se maquille pas, t'es une bobo gauchiasse de merde, je ne sais pas quoi et tout. Mais on me l'a dit tellement souvent, mais et alors? Mais qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça veut dire du coup que ce que je raconte c'est totalement con, c'est totalement faux?
Je suis désolée mais moi c'est quelque chose qui me dépasse. On peut constater ça aussi dans l'actualité où on voit des femmes députées, ministres, dans la politique de manière générale qui vont apparaître dans les journaux seulement parce qu'on va parler de leur robe qui a été mal choisie, de leur décolleté un petit peu trop pigeonnant, du fait qu'elle a porté un maquillage un peu trop coloré ou je ne sais pas quoi, alors que la meuf elle est là, elle est en train de parler d'idées politiques, elle est en train de dire des trucs intelligents, elle est en train de montrer ce qu'elle a dans la tête pour qu'elle finisse dans le journal à cause de sa robe. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on les laisse pas tranquilles? Pourquoi est-ce qu'on fait pas abstraction juste de ce à quoi elles ressemblent pour écouter une bonne fois pour toutes ce qu'elles ont à dire? Point numéro 8. Les féministes pensent qu'il n'existe aucune différence biologique entre les hommes et les femmes. Ça c'est encore une idée qui revient tellement souvent, comme quoi les féministes du coup elles voient pas le fait qu'il y a majoritairement deux anatomies différentes, deux sexualisations de l'espèce. Non mais oui, on le voit quand même. Ce qui est remis en question dans les luttes féministes, c'est le genre. Et à nouveau, je te renvoie à une vidéo que j'ai faite qui explique la différence entre le sexe biologique et le genre. Comme l'a dit quelqu'un de très connu et de très important dans le mouvement, on ne naît pas femme, on le devient. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'on apprend à devenir une femme de la même façon qu'on apprend à devenir un homme. Ça veut dire tout simplement qu'en fait, être une femme et être un homme, c'est quelque chose de social, c'est un comportement, c'est des loisirs, c'est des intérêts, c'est un esthétisme particulier, ce n'est pas la nature. Ce n'est pas juste parce qu'on est né avec un vagin que tout d'un coup on va aimer se maquiller et porter des talons. C'est pas parce qu'on est né avec un pénis que tout d'un coup on va aimer le foot et le sport. Ça ne veut rien dire, tout ça, ça vient du genre, c'est des constructions sociales. Donc c'est ça qui est remis en question dans le féminisme. Donc non, on ne réfute pas l'anatomie. Évidemment qu'on est au courant que lorsque tu es une femelle, dans le sens anatomique et biologique du terme, tu possèdes des trompes de Fallope, un utérus, des seins, que tu peux tomber enceinte, etc. Et qu'à l'inverse, lorsque tu es un mâle dans le sens biologique du terme, tu possèdes des testicules, une prostate, un pénis, etc. Ça, on est au courant. Ce qu'on est en train de remettre en question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. J'en profite pour parler des intersexes qui sont un pourcentage de la population qui justement naît avec un sexe qui n'est pas casable dans une des binarités. Justement, on ne sait pas trop si c'est une anatomie femelle ou une anatomie mâle. On ne sait pas trop si du coup il faut aller dans le genre féminin ou masculin. Mais du coup, qu'est-ce qu'il arrive à ces personnes-là en très grande majorité? C'est que dès leur plus jeune âge, si ce n'est pas depuis leur naissance, elles subissent des mutilations pour que justement elles puissent fitter dans un des deux genres. Parce que nous vivons dans un monde qui a besoin justement de se dire non, toi tu es une femme, toi tu es un homme, parce qu'il faut que dans la société tu grandisses tel quel. Mais non. Point numéro 9. Les féministes de toute façon, elles sont pas d'accord entre elles et elles savent pas ce qu'elles veulent. Pourquoi est-ce que ce serait un argument contre les féministes pour les décrédibiliser, sachant que en fait les médecins entre eux ils sont pas d'accord entre eux non plus et pourtant ça rend pas la médecine obsolète. Les scientifiques entre eux ils sont pas d'accord entre eux, que ce soit en physique, en chimie ou je ne sais quoi, et pourtant ça rend pas leur science moins crédible. Les philosophes entre eux non plus ils sont pas d'accord et pourtant il y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Enfin, je suis désolée mais cite-moi un groupe, mis à part les sectes, où tout le monde est d'accord sur toute la ligne. Je suis désolée mais ça n'existe pas. Tout simplement parce qu'on a tous des réalités différentes, des opinions différentes, des expériences différentes, et donc forcément qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et encore heureux, parce que sinon ça ne ferait pas avancer le truc. Il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait pas de remise en question, il n'y aurait pas d'évolution du mouvement si tout le monde était d'accord. Ce serait un truc sectaire justement, et ça ne l'est pas. Personnellement, je sais que moi les vidéos que je fais maintenant, dans quelques années je vais les revoir, si c'est même pas dans quelques mois, et je vais me dire mais waouh, en fait j'ai trop évolué sur la question. La preuve avec une autre vidéo que j'ai faite qui s'appelle Autoclash ou je ne sais plus, que je te mettrai aussi dans la description, où je m'autocritique sur une vidéo sur le féminisme que j'ai fait 1 an et demi auparavant, et que je me rendais bien compte qu'en fait ma pensée elle avait trop changé à ce stade là. Donc heureusement j'ai envie de te dire, parce que c'est le but tout simplement de tout ce qui se passe sur cette terre, c'est d'être dans l'évolution. Donc oui, c'est quelque chose de bien et ce n'est pas quelque chose qui devrait être utilisé à l'encontre du féminisme. Point numéro 10. Les féministes se décrédibilisent elles toutes seules. C'est complètement aberrant de dire ça dans la mesure où en fait c'est la personne qui dit ça qui attribue cette valeur. C'est-à-dire que si moi je débarque vers quelqu'un et je lui dis haha t'es pas crédible, c'est pas parce que cette personne-là fait en sorte de pas être crédible, c'est parce que moi je la prends pas au sérieux. C'est parce que moi je pars du principe qu'elle n'a pas de crédibilité. Donc ce que je transmets aux autres c'est de dire regardez cette personne là, il ne faut pas la prendre au sérieux parce que moi je la prends pas au sérieux. Parce que moi je trouve qu'elle se décrédibilise. Mais c'est pas elle qui se décrédibilise, c'est toi qui lui donne cette valeur là et ça ne veut rien dire sur elle. Si à nouveau je suis dans un débat avec une personne et que je la prends pas du tout au sérieux, ça en dit plus sur moi et ce que je pense que sur elle et ses idées. En fait tout ça, ça dépend de nos paradigmes respectifs. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est le paradigme, en gros c'est la palette de croyances que l'on a, c'est les choses que l'on pense juste, fausses, etc. dont j'ai déjà parlé. Et donc en fait, si moi dans mon paradigme je pars du principe, par exemple, on va donner une condition,
la colère, ça fait que la personne n'est pas crédible. Et ça, c'est dans mon paradigme. J'associe la crédibilité à une condition particulière. Ici, la colère. Du coup, quand je vais aller vers quelqu'un et que je vois cette personne en colère et que je lui dis mais t'as aucune crédibilité parce que t'es en colère, ça veut juste dire que dans mon paradigme, j'associe la colère à la non-crédibilité. Ça ne veut pas dire que du coup la personne, parce qu'elle est en colère, ce qu'elle a à dire c'est à jeter à la poubelle. Parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes paradigmes. Il y a d'autres personnes qui partent du principe que la non-crédibilité c'est associé à autre chose. C'est pas forcément associé à la colère, ça peut être associé au fait d'être une femme tout simplement. Il faut savoir que notre paradigme il peut être changé, ça évolue. C'est quelque chose qui change avec le temps. On peut enlever une brique et en rajouter une autre. On peut faire évoluer tout simplement nos croyances, nos valeurs et tout ce qui fait partie de notre perception tout simplement. Donc à nous de faire le travail de remplacer les choses qui nous freinent dans la compréhension de l'autre. Moi il y a eu plein de trucs que j'ai dû remettre en question de ma propre personne pour pouvoir écouter, ouvrir mon esprit et accueillir des nouvelles informations. Parce qu'avant, dans mon ancien paradigme, il y a plein de trucs que j'aurais jamais pris au sérieux, il y aurait plein de trucs que j'aurais jamais pris en considération parce que je suis partie du principe que si c'est fait comme ça, si c'est dit comme ça, si c'est dans tel sujet, alors j'en ai rien à foutre. Bref, je vais arrêter cette vidéo là, j'espère qu'elle aura pu te faire poser quelques questions, j'espère qu'elle aura pu répondre à d'autres, j'espère que du coup elle t'a fait réagir d'une certaine façon. N'hésite pas à me donner toi ton ressenti face à cette vidéo, qu'est-ce que t'en as pensé, est-ce qu'elle t'a plu, est-ce qu'elle t'a déplu, si oui pourquoi, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit, est-ce que t'as d'autres clichés qui te sont venus à l'esprit aussi, est-ce que t'as déjà vécu le fait que des gens te disent ça et qu'est-ce que tu leur as répondu. Bref, je serais très intéressée de lire tes commentaires, franchement ça me ferait très plaisir. On se revoit du coup dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.